On entre dans une librairie et on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas ce qui va vous attirer ou vous parler. Ce matin, je n'ai pas eu besoin de prendre un train pour faire un grand voyage. C'est à Sartrouville, à 2 pas de la librairie, que vit Marianne Alphand depuis de nombreuses années. Cette femme remarquable a eu 1000 vies. Professeure au lycée Évariste Galois, journaliste à Libération, programmatrice au Centre Pompidou, amie de Marguerite Duras, jurée littéraire pour le prestigieux prix Médicis, elle tisse depuis des années une œuvre magistrale aux éditions POL, dont le dernier titre en date, L'Atelier des Poussières, retrace l'histoire de la littérature à travers le prisme du ménage et des relations de domination. Dans son bureau, aux 5000 livres au moins, tout en haut de sa maison, elle m'a laissé son siège, offert un café et fait visiter ses souvenirs littéraires et ses carnets aux phrases remarquables. Depuis Sartrouville, nous avons rêvé, lu, voyagé dans les livres au cours d'une conversation enchantée. Je suis Dolly Choueiri de la librairie Des gens qui lisent à Sartrouville et j'ai eu le plaisir, pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, de me réfugier dans un morceau de la bibliothèque de Marianne Alphand. Vous voulez un petit café ? Si vous en prenez un, je vous accompagne. Oui, et ben voilà. Vous voudrez qu'on se mette à quel endroit ? On va se mettre dans mon bureau. D'accord. Où sont les livres ? Enfin, non, il y a des livres partout, à vrai dire. Où il y a une partie des livres. Enfin, c'est le plus gros des livres est dans mon bureau. D'accord. Si. Je vais faire attention avec mes talons aiguilles. Oui. Ah oui, il y a plein de livres ici Mais aussi. oui. Ah, c'est incroyable tous ces livres. Voilà. C'est magnifique. Oh là 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 là. Voilà mon bureau. Donc, Où sommes-nous, Marianne, et pourquoi est-ce que vous m'avez proposé de nous voir ici ? c'est chez moi et c'est cette partie de la maison qui est mon bureau et qui est bourrée de livres. Voilà, et c'est là que je travaille et je crois que j'ai besoin de cette pièce, j'ai besoin de ces livres, j'ai besoin de cette, ce cocon, on va dire. Et c'est là que vous lisez aussi ? Alors, je lis partout. D'accord. Je lis dans les transports en commun, je lis dans les bistrots quand j'ai des rendez-vous et que j'attends. Et voilà, la lecture est une espèce d'addiction. J'en parle avec des amis de mon âge et j'ai dit c'est terrible, on n'a pas de plan B. C'est-à-dire si on ne lit pas, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai davantage lu à certaines époques sans doute, parce que j'ai des carnets sur lesquels je note toutes mes lectures. Tout ce que vous avez lu ? Oui, enfin, c'est pas des extraits, hein, c'est des cartes, c'est des listes. Voilà. Ça, ce sont les. Ok. Ça, c'est mois par mois. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des romans policiers. Il y a John le Carré, par exemple. Mais il y a, je vois Alain Robbe-Grillet, La Reprise. Donc là, si on ouvre un carnet au hasard, on a une photographie de vos lectures à un moment donné. Exactement. C'est génial. Exactement. J'ai plein de questions là qui se bousculent. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc, dans votre bureau, les livres qu'on trouve tout autour de nous sont des livres associés à votre écriture, à votre travail, à vos recherches, etc. Dans le reste de la maison, j'ai vu qu'une petite partie, mais j'imagine que c'est partout ainsi. Comment sont organisées les bibliothèques, les étagères, les livres dans le reste de la maison, si tant est qu'il y ait une organisation ? J'ai à peu près 200 livres nouveaux qui arrivent par an, donc il faut que chaque année j'en ressorte 200. Bon, donc j'ai fait rayonnage par rayonnage en disant de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je relirai jamais, etc. Donc j'ai trié, j'en ai retiré 200. Et après ça, je me suis rendu compte que ça se voyait à peine. Vous savez à peu près combien de livres vous avez dans la maison ? Alors, dans ce bureau, j'ai compté étagère par étagère, en gros. Hein. Oui. Je suis arrivée à 5000. 5000 seulement dans ce bureau. Dans ce bureau. Alors, peut-être qu'on peut revenir au tout début, au premier temps de lecture. Est-ce que vous vous souvenez, alors pas forcément des premiers livres que vous avez lus, mais du premier souvenir marquant de lecture, qu'est-ce que c'était ? Les premiers livres, c'était des livres que nous lisaient. Nous étions trois sœurs, d'âge très proche. Et elle nous lisait La Comtesse de Ségur. Votre mère ? Ma mère. Oui. Pour nous faire tenir tranquille pendant les repas. Pendant les repas ? Pendant les repas. On était à table, elle attendait mon père. Enfin bon, bref, elle nous lisait La Comtesse de Ségur. Ce qui était très frustrant, c'est que, elle s'arrêtait. Alors, à la fin, quand on avait fini, on pouvait venir près d'elle et regarder, parce que c'était des exemplaires la vieille collection de la vieille bibliothèque rose, donc il y avait des... Illustrés. Voilà, il y avait des gravures, donc on regardait les gravures, puis à la suite, demain. Je n'avais qu'une envie, c'était de lire moi-même, d'avoir le livre et de continuer comme je voulais. Mais le premier livre
que j'ai l'impression d'avoir lu seul, c'est Sans famille d'Hector Malot. Et je me revois ouvrant le livre, c'était la collection Idéal Bibliothèque, la première phrase, je suis un enfant trouvé, foudroyé par cette première phrase. C'est-à-dire, voilà, quelque chose, et bien sûr, ça renvoie à tout ce que Freud a pu dire sur les histoires qu'on se raconte enfant, qu'on n'est pas l'enfant des parents, mais qu'on est un enfant trouvé. Ça faisait écho à des tas de choses qu'on pouvait fantasmer, être fille de roi, ou n'être pas. Chaque fois que ma mère était désagréable, je me disais, je suis pas sa fille. Enfin bon, voilà. On tombe dans la lecture avec certaines phrases qui vous marquent pour toujours, quoi. Oui. Vous les avez toujours, vos livres d'enfants ? Oui. C'est vrai, vous les avez gardés à la maison ? Alors j'ai reconstitué parce qu'il y en avait. Bon, il y a eu un partage ensuite. Oui. Ah oui, avec vos sœurs. Voilà. Et donc il y a eu une période où j'ai racheté ce que j'avais perdu. Bon, j'ai essayé de reconstituer la bibliothèque d'enfance. Vous m'avez cité tout à l'heure la première phrase de Sans famille. Comment ensuite vous êtes allée en dehors des livres qu'on vous donnait, etc., adolescente peut-être ou jeune adulte, comment est-ce que vous choisissiez vos lectures ? Il y a eu une époque, bon, j'étais bonne élève, etc., donc ma mère me voyait relire tout le temps les mêmes livres d'enfants, et elle me dit, bon, maintenant ça va bien, il faut que tu passes à des lectures sérieuses, et elle me donne, ça devait être soit Le Rêve de Zola, soit Eugénie Grandet. Expérience épouvantable, parce que les livres d'enfants se terminent toujours bien. C'est vrai. C'est pour ça qu'on les adore. Et là, tout à coup, les deux livres sont des drames. Un moment de d'incrédulité, de dépression, mais il fallait continuer. Donc, il fallait continuer. Ce qui fait que j'ai été, pendant un certain temps, très en révolte contre le roman. Et donc, je préférais lire de la poésie. On lit Victor Hugo, on lit Baudelaire, on lit Verlaine. Et là-dessus, je découvre, bon, j'ai 20 ans, quoi, en gros, je découvre le nouveau roman. La question ne se pose plus de l'histoire, de sa fin dramatique, mais c'est quelque chose, c'est une aventure de lecture, c'est une aventure de la langue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, je lis Faulkner, on ne peut plus en vouloir à Faulkner d'écrire des drames, parce qu'il y a autre chose. On lit vraiment de la littérature. C'est la langue qui va venir. C'est la langue, et tout à coup, j'ai des écailles qui me tombent des yeux. Je me dis, bon, ben voilà, c'est autre chose. Et c'est Faulkner, le premier par qui c'est arrivé ? Alors, c'est arrivé, je pense, simultanément par Claude Simon, La Route des Flandres. Et puis, bon, après ça, j'ai enchaîné avec... et Faulkner, au moment de notre mariage, une amie qui avait été d'ailleurs ma professeure de philo en Cagne, j'étais restée très liée avec elle, m'offre les offres complètes de Faulkner, mais la vieille collection blanche. Donc j'ai passé un été de transport total à lire Faulkner. Voilà. Le bruit et la fureur, Absalom, c'est peut-être des drames, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus aucune importance. Vous aimez parler de vos lectures, hormis maintenant avec moi, avec les personnes qui peut-être vous offrent les livres ou... Celui avec lequel je peux toujours parler de mes livres, des livres que je lis, c'est mon mari. Et qui est aussi un grand lecteur. Alors lui, c'est arrivé très tard. D'accord. J'aime bien cette histoire parce que ça prouve, j'ai espéré longtemps que mon petit-fils, qui pour le moment ne lit pas, s'y mettra toujours. Lui, il lisait pas. Il n'y avait pas de livre d'ailleurs chez eux. Ma belle-mère est inquiète que son fils ne lise pas, et donc elle va voir, lui il était au lycée Condorcet, donc elle va voir le professeur, c'est bon, 3e, seconde, et il lui dit, bon, je vais vous donner des livres à lire. Je crois que le premier de la liste, c'était La Mare au diable de George Sand. Mmh. Et donc, il passe un mois d'été, et tous les matins, il était enfermé pour lire La Mare au diable, qu'il n'arrivait pas à lire. Mais alors que c'était un truc qu'on peut lire, nous, je sais pas, en 3 heures ou en une journée. Il n'arrivait pas à lire. Et puis, plus tard, il a un grand cousin, je crois, qui lui parle de Moby Dick. Il lit Moby Dick et ça se déclenche. Il fallait trouver le bon livre. Il fallait trouver et la bonne personne. Et je crois que le professeur de Condorcet, c'était nul de proposer à un adolescent La Mare au diable. Enfin bon. Hormis les livres que vous allez chercher, trouver en période de travail, d'écriture, comment vous les choisissez aujourd'hui, si tant est qu'il y a une méthode ou un choix ? Ça, c'est le mystère absolu. Je sais, j'imagine. Ça, c'est le mystère, vous devez le savoir. On entre dans une librairie et on ne sait pas ce qu'on va trouver.
C'est pas ce qui va vous attirer ou vous parler. Bon. Et donc, je me souviens que j'étais un jour à Genève, j'étais pas déprimée, mais j'étais très enrhumée, j'avais de la fièvre, etc. J'étais allée faire une conférence et j'avais pris un train qui était un train de fin d'après-midi, donc j'avais une journée à passer. Et donc, j'entre dans une librairie et aucun livre ne me tente et je me dis, je vais très mal. Donc, j'errais comme ça, puis tout à coup, je tombe sur le tome 1 des Confessions de Rousseau, donc, que j'avais lu, mais bon, très longtemps avant. Donc, j'achète ce folio et je passe une journée enchantée. Est-ce que vous arriveriez à me dire en un mot ou quelques mots quel genre de lectrice vous pensez être? Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui définit votre rapport à la lecture? C'est quoi lire pour vous? Comme je vous disais, c'est addictif. Oui. Mais en dehors de ça, c'est la possibilité ou l'aptitude à lire des livres très différents. C'est-à-dire, il n'y a pas un genre, mais par exemple, simultanément, ou juste successivement, où ça s'entremêle, un roman policier, un livre d'histoire de l'art, un roman qu'a écrit un ami, etc. C'est une sorte d'appétit à côté omnivore. Est-ce que vous faites la distinction entre une lecture professionnelle, j'ai envie de dire, et une lecture pour le plaisir, je mets des guillemets? Est-ce qu'il y a une différence vraiment, ou est-ce que la lecture, c'est la lecture? Oui, il y a une différence. C'est-à-dire que quand même, si je relis aussi Agatha Christie, bon là je suis partie pour refaire toute Agatha Christie, j'ai pris chez vous... Les petits au masque. Voilà, j'ai pris chez vous 5 petits cochons, qui est un de mes préférés. Ça n'a pas le même sens que de lire, par exemple, là, ce qui est là... Édouard Louis, voilà, Que faire de la littérature. Voilà, ou un autre livre que je lis en ce moment, parce que j'essaye, je ne sais pas si j'y arriverai, mais le projet, là, c'est de faire quelque chose sur la banlieue. Et donc, je lis des livres qui touchent à la banlieue. Par exemple, là, j'avais commandé ça, que j'ai dû sur la dernière à gauche en montant. Ça, c'est Michel Manceau. Parce que cherchant quelque chose sur Marguerite Duras, que j'ai bien connue, donc La vie à Naufle, etc. On parle de Marguerite Duras. Oui, alors ça on en parlera après. Ça risque de prendre beaucoup de temps. On va faire un épisode juste sur voilà. Et vous. Et donc, j'étais allée faire... j'avais fait... C'était une demande de France Culture. À l'époque, il y avait ce truc qui s'appelait Le Bon Plaisir. Et donc, Le Bon Plaisir, c'était une invitation faite à un écrivain qu'on interviewe tant et plus, et qui lui-même choisit d'interviewer certaines personnes, etc. Et donc, le premier numéro du Bon Plaisir, c'était Marguerite Duras, parce que c'était l'année de l'amant, j'avais fait des articles sur elle pour Libé, bon voilà. Vous l'avez rencontrée à ce moment-là? Au moment de l'amant? Je l'ai rencontrée au moment de l'amant, voilà. D'accord. Et donc on est allé à Naufle, etc. Donc je me dis Naufle, etc. Faudrait que peut-être j'aille revoir. Et ça se croise avec... J'aime beaucoup le cinéma d'Alain Cavalier. Et j'aime beaucoup ce film qu'il a fait sur la mort de sa femme, qui s'appelait Irène. Et il raconte qu'il est dans une maison et que, voilà, Irène part et elle se tue dans un accident d'auto. Et on voit un petit peu la maison, et c'est la banlieue, mais quelle banlieue dans le film. Donc l'histoire des maisons de banlieue et des gens qui vivent en banlieue me fascine. Et je découvre tout à coup que c'était la maison de Michel Manceau. Et que Alain Cavalier était chez elle, avec sa femme, Irène, et que c'est en sortant de cette maison que, voilà, elle s'est tuée. Peut-on faire une petite parenthèse, Marguerite? Donc vous l'avez rencontrée dans le cadre de votre travail de journaliste? Oui, c'est ça. Comme on dit pour l'ADN, ça a matché. Ça a matché. Ça a matché tout de suite. Bon, mais donc, Marguerite, oui, non, mais c'est des souvenirs inouïs, parce que j'arrive chez elle, évidemment, j'étais très intimidée. Je vois une toute petite dame qui m'ouvre la porte, un peu grognon comme ça. Elle me fait entrer dans sa chambre, qui lui servait de bureau. Je lui dis, bon, alors l'amant, comment est-ce que vous... Enfin, d'où ça vient? Et elle me dit, j'ai commencé à écrire l'amant parce que Yann est revenu aux hommes. Et à ce moment-là... Yann, Andrea, parce que c'était, bon, je les ai bien connus après, ils étaient tantôt fâchés, tantôt complètement soudés. Et donc, Yann entre, très arrogant, en lui disant « Bon, je vais sortir ». Et puis, il se parfume avec un parfum à elle qui était sur la cheminée. Ça chauffe entre eux en ce moment.
Voilà, donc j'ai fait cet entretien avec elle. Ensuite, elle a le Goncourt. Donc je suis allée chez elle. Elle était à Trouville le jour du Goncourt. C'est des souvenirs très très drôles parce qu'évidemment elle était fébrile, excitée comme tout. Elle attendait le plombier parce qu'elle avait un problème. Et le plombier arrive et lui dit, vous savez, j'ai le prix. Et le plombier Il comprend pas. Il comprend pas. Non, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un de totalement captivant. Et puis, alors elle était très curieuse des gens. Ça, c'était formidable. Elle avait une curiosité des gens incroyable. Est-ce qu'il y a alors peut-être plutôt du passé, des siècles passés, un auteur ou une autrice que vous auriez aimé rencontrer, que vous avez rencontré dans vos lectures, mais que vous auriez aimé rencontrer en vrai, en personne? J'aurais aimé rencontrer certaines femmes. J'aurais aimé rencontrer George Sand. Ah oui, ça devait être aussi un sacré personnage. Oui. Mais des auteurs que j'adore, comme Saint-Simon, d'ailleurs, il n'aurait pas voulu me connaître. Hein, parce que vous êtes une femme? Ah ben parce que je suis plébéienne. Ah oui. Le duc de Saint-Simon. Est-ce que, alors vous avez énormément lu, je pense que c'est une question qui va être un peu difficile, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un an ou dans un an, la réponse serait différente, vous pourriez me dire quels sont les livres les plus importants pour vous? Quels sont les quelques livres que vous garderiez envers et contre tout, s'il fallait en garder, je sais pas, 3 à 5? On peut dire que la route des Flandres, donc Claude Simon. Il y a eu Peggy. J'ai découvert Peggy, alors bon, je connaissais l'époque où j'aimais la poésie, donc je connaissais les tapisseries de Notre-Dame, etc. Mais je découvre sa prose assez tardivement et je suis foudroyée. Clio, pour moi un livre absolument majeur, puis les autres bien sûr, mais Clio. Et je dirais Guignol's Band de Céline. C'est un texte qui commence par un bombardement à Orléans, broum, broum. J'avais énormément de souvenirs de situations de lecture. Donc je me revoyais dans un fauteuil avec un ray de soleil qui tombait dessus. Je me souvenais de Beauprat, de George Sand, qui n'est pas forcément mon préféré, mais que je lisais parce que mon premier poste c'était à Aubervilliers, au lycée technique d'Aubervilliers, et j'étais dans les embouteillages, et j'avais posé Mauprat sur mon volant. En conduisant. Et dans les embouteillages, je continuais à Mauprat. Bon, j'avais plein de souvenirs comme ça voilà, où je me souvenais de lire un livre de Charlotte Brontë en anglais d'ailleurs, dans ma chambre, puisque j'étais interne à Normale Supérieure. Lequel c'était, Charlotte Brontë? C'était Villette. Je me revois, on était sur un ferry avec mon mari, on faisait Dieppe-New Haven, et c'était le retour, je crois, et je suis sur le pont, j'ouvre Guignol's Band, en me disant c'est comme ça qu'il faut écrire, c'est les fragments, c'est tout éclate, c'est la destruction, c'est quelque chose, alors que Clio, c'est la continuité, là c'est l'explosion, et bon, on va dire que Claude Simon, il est aussi dans la continuité, le all-over, enfin comme chez les choses qui font des boucles, les choses incessantes, quoi. Au fond, mes stimulations ont été tantôt dans l'ordre de l'éclatement, tantôt dans l'ordre du flux. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de... Non. Ça peut être... il faut que quelque chose vous parle, en fait. Voilà. Il y avait des livres un peu interdits quand vous étiez oui, curieux. Chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y avait des livres, il y avait un rayon, il y avait une bibliothèque, il y avait un rayon. On n'était pas supposé... Vous y êtes allé quand même? Mais bien sûr. Évidemment. Chercher le Kama Sutra ou des choses comme ça. Ça, c'était mon père qui achetait des livres. D'ailleurs, c'était le Kama Sutra en anglais, je crois. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que vous lisez déjà plusieurs livres, peut-être en même temps? Plusieurs livres en même temps. Vous arrivez à jongler entre plusieurs écritures? Oui. Alors d'abord, il y a des livres qui sont des livres, on va dire, que j'ai toujours dans mon sac ou dans ma poche. C'est-à-dire, c'était une espèce de crainte ou de fantasme que j'avais, être bloqué dans un ascenseur ou dans un train sans lecture, le cauchemar. Le cauchemar, donc oui. J'ai toujours un livre sur moi, et donc par exemple, là, alors ça, Viens Élie, non, ça je suis en train de le lire. Là, vous êtes en train de lire Viens Élie, Jonas Stolberger, voilà, les éditions de Minuit. Je suis en train de lire, vient de paraître Pierre Guyotat, Histoire de Samora Machel.
Il est dans votre sac peut-être? Alors, non, je pense pas. Ah oui, peut-être, attendez. Alors, il est là. Non, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Oui, Bertrand Schaeffer, Né en bonheur. Oh, c'est joli. C'est très joli. C'est cette petite collection de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui publie des petits livres comme ça, d'auteurs. Et c'est le genre de livre, quand je trouve ça dans une librairie, vous avez des petits livres, vous pensez au fait que... C'est vrai, il faut que j'y pense. Parce que on se dit, bon, c'est rien, je mets ça dans mon sac et c'est comme un petit, c'est comme un gris-gris, quoi. On sait que... Vous l'avez. Je l'ai. Donc vous avez un livre pour chaque endroit, à peu près. Oui, le livre que vous avez dans votre sac. Des moments différents. Le livre près de votre lit, peut-être. Voilà, un livre aux toilettes, au cas où. Bon. Et vous les lisez au fur et à mesure de vos retours. C'est ça, parce que, bon, dans les questions que vous posiez, oui. Il y avait, est-ce que vous lisez des livres sur la lecture? Oui. J'en ai retrouvé. Vous avez travaillé, hein? J'en ai retrouvé une masse. C'est-à-dire, alors ça, par exemple, c'est le genre de petit livre que je mets dans mon sac. Pétrarque, l'ascension du Mont Ventoux. Que vous avez déjà lu. Que j'ai déjà lu. Mais je le ressortais, je me suis dit, tiens, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je vais le relire. Bon, mais regardez, vous voyez, par exemple, Walter Benjamin, je déballe ma bibliothèque, ou Henry Miller, Lire au cabinet. Mais voilà. Oui, un classique. J'en ai plein. Oui. On a l'impression d'être amis avec la personne qui a écrit quand on lit des livres sur la lecture. Oui, tout à fait. Je sais pas si ça vous fait ça. Mais oui, bien sûr, parce que souvent c'est des grands obsessionnels comme nous. Moi. Laure Murat. Oui. Laure Murat, qui est une amie et qui a fait un moment un livre sur la lecture. Alors, je ne sais plus comment s'appelle son livre, c'était entre La Mode Piquet et un truc comme ça. C'est dans le métro, elle essaye de voir qui sont les gens qui lisent et qu'est-ce qu'ils lisent. Ah, je ne connais pas ce texte. D'accord. Et puis ensuite, voilà, celui qui s'appelle Flaubert à La Mode Piquet. Ok. Qui est un petit essai sur... Il faut que je trouve ça. Voilà. Moi, j'aime tous ces livres. On a abordé beaucoup de choses, Marianne, je vous remercie infiniment. On arrive à la dernière partie. Comment vous allez faire pour Je vais bien m'amuser. À chaque fois, je me dis que je vais pas y arriver. Oui, et puis, il y a une forme, quelque chose, vous voyez, ça fonctionne. Les dernières questions que je vais vous poser, c'est la partie qu'on a intitulée Passeport littéraire, qui sont un peu plus fléchées, un peu plus formelles. Est-ce que vous avez le souvenir d'un livre qui vous a chagriné ou bouleversé, ému récemment, par exemple, peut-être? Mais je pleure souvent en lisant. Vous pleurez en lisant? Oui, j'ai la larme facile et je pleure beaucoup. Je suis toujours émue par des relectures de livres d'enfants. Mais pour le souvenir aussi de la personne que vous étiez? J'ai les larmes aux yeux en relisant, je sais pas, par exemple, Petite Princesse de celle qui a écrit aussi Frances Burnett, celle qui a écrit aussi Le Petit Lord Fauntleroy. Des livres que j'adore, que je connais par cœur. Bon. Et inévitablement, à la fin, j'ai les yeux pleins de larmes. Sérieux, hein? Alors en plus, ça se termine bien. Oui, c'est pas tellement l'histoire. Il y a une espèce d'émotion antique qui revient. La phrase ou la citation qui vous accompagne tout le temps. C'est super, vous vous posez les questions à vous-même. Oui, mais non, parce que là... je vous en prie, c'est très bien, allez-y. Non, ça c'est Beckett. Ah. C'est Beckett, c'est cette espèce de formule... merveilleuse qu'il avait. Try again, fail again, try better, fail better. Essayez encore, ratez encore. Essayez mieux, ratez mieux. Alors, ce qui est terrible, c'est de perdre un livre, de savoir qu'il existe dans la bibliothèque. Et de ne pas le retrouver? De ne pas le retrouver. Vous prêtez vos livres, Marianne? Ça vous arrive? Oui, mais bon... on vous les rend? Oui, j'aime bien qu'on me les rende. Oui, vous aimez qu'on vous les rende, mais est-ce qu'on vous les rend? Oui, alors bon, j'ai eu une époque où j'avais des élèves qui m'empruntaient des livres, donc il fallait un petit peu que j'insiste pour qu'ils me les rendent, parce qu'ils pouvaient les perdre, etc. Non, mais j'ai un exemple comme ça qui était il y a 2 ans, c'était dans le cadre de l'exposition au Louvre de Laurence Bertrand d'Orléac sur les choses. Elle m'avait demandé un texte pour le catalogue, je devais faire aussi une conférence. Et donc je cherche partout, je savais que je l'avais, vous connaissez peut-être ce livre, de Seishon Hagoun, Les notes de chevet. Oui, que j'aime à mon chevet. Voilà, livre mythique. Je passe tout en revue, je ne le trouve pas, donc je le commande. Et après, en rangeant, j'en ai trouvé 2 autres, donc j'en ai eu 3. Vous l'aviez déjà en 2 exemplaires? Et c'est ça quand on a beaucoup de livres, c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a des livres, mais vous m'en avez parlé un peu, dont vous connaissez des passages par cœur? Oui, il y a des livres que je relis en sachant très exactement ce que vous allez lire. Tout. C'est-à-dire, par exemple, Erckmann Chatrian, l'ami Fritz, oui. Madame Thérèse, qui a une passion pour
ce livre de Madame Thérèse. Je le relis 1 ou 2 fois par an. Presque je pourrais le dire en le lisant. Alors, excusez-moi, comment faites-vous pour relire avec toutes les lectures nouvelles que vous faites aussi chaque année? Parce que c'est des espèces de pauses nécessaires, de mélanges nécessaires. Je vais par exemple dans le Nord, dans les environs d'Amiens, je me dis il faut que je relise En famille d'Hector Malot, que je dois voir dans 3-4 éditions. Et tout à coup, c'est un besoin, c'est une association, parce que ça se passe dans cette région. Il y a des livres que vous auriez aimé lire plus tôt, quand vous aviez 20 ans, par exemple, et que vous n'avez pas pu lire parce qu'il peut-être qu'il n'existait pas à ce moment-là, ou parce que vous n'aviez pas encore, vous étiez pas prête? Bien sûr, parce que, prenons George Sand, ou prenons Colette. Bon, le goût de Colette m'est un peu passé, mais j'ai eu un moment de passion pour Colette, et c'était une époque où on ne trouvait pas facilement les œuvres de Colette. Ou George Sand, j'ai George Sand dans des éditions très très disparates, donc c'était toujours un problème. Et puis Internet n'existait pas, donc on pouvait pas commander des livres. Et donc c'était des hasards, c'était des moments d'excitation comme ça. Le plus beau roman d'amour jamais écrit. Oui. Il y en a beaucoup, je connais, mais pour moi le plus beau, je crois, c'est François le Champy. Ok. De George que j'ai Sand. pas lu. J'ai pas lu ce texte de George Sand. Non, j'en ai lu d'autres, mais pas ça. C'est vrai, c'est le plus beau. Alors, ça débute par des considérations un peu sociales, parce que George Sand raconte qu'elle est dans les champs avec un ami, bon, elle discute, etc. Et puis, le roman commence et c'est prodigieux. Tout à coup, me revient des livres qui m'ont fait lire. Oui, c'était les premiers Philippe Gian. Ah oui. 37 le matin, mais drôle, quoi. Drôle, oui. Ou alors je relis les albums de Tintin. Ah oui. Voilà. Alors ça c'est là où vous riez. Ben voilà. C'est bien aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui serait pour vous un pays? Oui. Alors c'est Jane Austen. Ok. Jane Austen. Toute Jane Austen. Oui. J'ai une passion pour Jane Austen. Vous pourriez habiter dans ces livres. Ah ben oui, tout à fait. Donc on va passer directement aux dernières questions de cet entretien. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant vous adresse une question, mais sans savoir qu'elle sera pour vous. C'est une question à l'inconnu. Oui. C'est Ramsès Kefi, qui était mon invité précédent, et qui vous pose la question suivante. Okay. Alors, j'aurais bien aimé d'ailleurs l'entendre, Ramsès Kefi, parce que c'est un livre que j'avais reçu à la rentrée. Oui. Et j'avais trouvé très bien celui-là. Oui. C'est un livre d'ailleurs bizarrement qui est resté. Et que c'était justement pour une fois une présentation de la banlieue, enfin disons ça se passe en banlieue, mais sans rien des clichés sur la banlieue. Vous savez, je demande toujours de me donner rendez-vous dans le lieu, au choix de la personne. Il arrive une fois sur 2 que ce soit chez l'auteur ou l'autrice, parce que comme pour vous, c'est là où il y a les livres, etc. Lui m'a donné rendez-vous à Maison Laffitte. Parce que Maison Laffitte, Sartrouville, en fait, tout ce coin-là, il l'a beaucoup fréquenté, jeune étudiant et jeune adulte. Ça, c'est drôle. C'est ce que, quand j'étais au lycée, j'étais collègue de Patrick Grinville. On est restés très, très proches, très amis. Bon. Mais un jour, il me disait, tout le monde a commencé à Sartrouville. C'est fou. Et ça, c'était Grinville qui m'avait dit ça. Et j'avais adoré. D'ailleurs, j'avais peut-être pris, là, j'ai un petit carnet sur lequel je note des phrases remarquables. Oh là là, mais il est incroyable ce carnet. Oui, c'est... Voilà. Ah, vous les notez, vous les regardez de temps en temps? Oui, je les regarde de temps en temps. Patrick Grinville, c'était à propos de Jean-Noël Pancrazy. Ok. Qui aurait aussi... Alors, il y a Jaworski, voilà, Benjamin Stora. On a tous commencé à Sartrouville, il faut le savoir. Donc ça, c'est Patrick Grinville qui vous l'a dit. Je pense que je vais le garder. Avant de poser la question, je trouve que c'est drôle. Quand je repense à ce que vous m'avez dit au début sur les fins malheureuses qui vous rendaient très, très triste dans les livres que vous lisiez adolescente. Donc il vous demande, est-ce qu'il y a une fin d'un de vos livres que vous regrettez? Non. Je sais qu'il m'avait posé une deuxième question subsidiaire que je peux vous poser aussi. C'était si la personne ne répond pas à la question de la fin, tu peux lui demander, est-ce qu'il y a un personnage que vous auriez aimé mettre plus en avant dans un de vos livres? En fait, il y a la question du regret. C'est intéressant dans ce qu'il demande, La question du regret. Alors, effectivement, ça c'était pour César et toi, et ça a été une question de mon éditeur, Frédéric Boyer, qui est un ami. Il me dit, il y a des traces de ton père, mais pas suffisamment. Et donc, je me suis dit oui, il était là comme une espèce de fantôme.
J'aurais dû... Alors, j'ai essayé, je l'ai fait un peu, mais j'aurais peut-être pu le faire davantage. Il y a des moments du livre où sa présence à travers une arme, par exemple, un revolver. Quand j'étais enfant, il y avait dans un tiroir d'un petit meuble dont j'ai hérité, qui est un guéridon, il y avait un petit tiroir et il y avait, évidemment, on avait interdiction de toucher au tiroir, il y avait un revolver. Je ne l'ai jamais tenu, ce revolver. Et c'était l'idée que c'était un souvenir de guerre, ou il l'avait acheté au moment de la libération, enfin bon, genre, objet mythique, et qui, un jour, a disparu, c'est-à-dire qu'au moment où on a partagé avec mes sœurs, il n'y avait plus le revolver. Bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon, voilà. C'est le début d'un roman, ça. C'est le début d'un roman. Je m'étais dit que mon père passe ça et là dans le livre, et que j'aurais dû y aller davantage. C'est le regret, oui. Merci pour cette réponse, je lui transmettrai. À votre tour, il faut que vous posiez une question à la personne que je verrai après vous, mais sans savoir qui il ou elle sera. Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander ? Est-ce que vous enviez à un écrivain d'avoir écrit un livre ? Est-ce que vous aimeriez avoir écrit le livre d'un écrivain que vous lisez ? Je lui poserai la question et je vous ferai part de sa réponse, je vous remercie. J'ai une toute dernière question, après je vous laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont vous m'avez parlé, ou peut-être d'autres parmi les milliers de livres ici, il y en a un dont vous me conseillez la lecture à moi personnellement? Ben oui, mais je ne sais pas ce que vous aimez lire. Je sais, peut-être qu'un livre qui pour vous est impensable de ne pas le lire. François le Champy. Et ben voilà, je me suis douté que vous me diriez ça. J'ai vu votre étonnement quand je vous ai dit que j'avais pas encore lu ce texte. Je vais me précipiter dessus. Marianne, c'était passionnant de vous écouter, j'aurais pu rester des heures. Je vais vous laisser tranquille, merci beaucoup. Non, mais merci à vous. Merci à vous, c'est facile de parler des livres. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Marianne Alphand. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt, à la découverte d'une autre bibliothèque, et d'ici là, belle journée dans les livres.